Voilà. C'est ça. Bonjour Jean-Louis, ça va? Ça va, très bien, impeccable. Bon, alors avec Jean-Louis, on se demandait, on se tutoie, on se vous voit, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. On se tutoie. Très bien. Ma première question, c'est surtout, voilà, comment ça va en ce moment? Ça va plutôt très bien. Voilà, très bien. après 2 confinements, après tout ce qui s'est passé en 2020. On s'adapte, hein, ça c'est certain. Après, bon, alors, moi j'ai la chance, entre guillemets, je dis la chance parce que je pense beaucoup évidemment à nos amis restaurateurs, à nos amis hôteliers, à nos amis commerçants dans la culture, dans l'événementiel, etc. Donc si je fais abstraction à ce moment-là, après sur l'économie en général aujourd'hui, il y a quand même un niveau d'activité qui est satisfaisant. Donc on a tous beaucoup souffert au premier confinement parce qu'il y a carrément eu des pans entiers d'activités qui ont été à l'arrêt, ça c'est clair. Donc moi-même j'ai perdu pas mal de chiffre d'affaires. Mais après par rapport à ce qu'on s'attendait et au point auquel on s'attendait souffrir, aujourd'hui ça va plutôt bien. Puis il y a un gros avantage à cette crise, c'est qu'on peut relativiser. C'est-à-dire que je discute avec pas mal de gens. Ça fait du bien d'entendre ça. Mais oui, non mais il faut être clair parce que j'en entends qui me disent j'ai moins 20%, moins 25%. D'ailleurs, je leur dis, t'imagines, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, tu serais en train de me dire j'ai moins 20 ou moins 25%, ce serait une catastrophe. Et finalement, c'est pas grave parce que justement, on pense aux restaurateurs, on pense aux autres. Prenez les boîtes de nuit, c'est 0 chiffre d'affaires depuis 1 an, maintenant bientôt. Prenez les restaurateurs, enfin, c'est une catastrophe pour beaucoup. Voilà. C'est donc clair. ça va très bien. Tu as fondé PGS en 93, donc j'ai un peu potassé mon Mars sujet. 1993, avec Voilà. 2 amis, parce qu'en fait, jamais seul. Je ne fais jamais rien seul. D'accord. Une factory, tout à l'heure, tu as dit j'avais fondé, non, j'ai cofondé. Cofondé. Parce qu'à chaque fois, je suis quelqu'un qui travaille uniquement en collectif. Ah ouais. Je suis pas un solitaire. Et j'ai pas envie d'être seul. C'est Ni intéressant. dans ma vie familiale, ni dans ma vie professionnelle. C'est sûr. Voilà. Donc à chaque fois que j'entreprends quelque chose, de toute façon, je ne l'entreprends pas seul. Je vais chercher des amis, des associés autour de moi pour construire ensemble, parce que ma philosophie, c'est qu'on va aller plus vite. D'ailleurs, je dis tout le temps, ça m'agace quand j'entends encore des gens qui me sortent les vieux proverbes. Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin, mais je dis c'est une ineptie totale. Mais parfois même je suis un peu plus grossier, au lieu d'employer le mot ineptie. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les jeunes, justement, avec les startups, ça bouge à une vitesse phénoménale, c'est faux. Ensemble, on va plus vite et on va plus vite. Donc, je l'ai appliqué très tôt. Et en fait, on commence à connaître, on va découvrir encore le Jean-Louis entrepreneur. Et moi, j'aimerais bien savoir qui tu étais avant ces 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, je me lance? Alors, oui, c'est une question des fois qu'on me pose parce qu'en fait, à la base, je n'étais pas fait pour être entrepreneur. Parce que déjà, mon parcours, je veux dire, fils d'ouvrier, à Vraille. Je crois que mes origines, à Vraille. C'est d'autant plus facile de parler du Havre aujourd'hui, maintenant avec la Renaissance, qu'à l'époque, quand je suis arrivé à Rouen, où rien ne se passait au Havre, donc je suis arrivé à Rouen parce que sinon, le seul boulot que tu pouvais faire au Havre, c'était le docker. C'était ça ton avenir. C'est vraiment de travailler dans quelques usines proches du port comme Renault ou d'autres. Mais c'était ça, tu n'avais rien à faire à mon époque. Donc je suis arrivé à Rouen justement. Et puis, fils d'ouvrier, par l'argent, des jeunes, aucun diplôme, puisque j'ai arrêté l'école à 16 ans. 16 ans et un jour, comme m'avait dit mon père, à 16 ans et un jour, tu iras travailler. C'était comme ça. Je reconnais aussi que j'ai pas fait grand-chose. Oui, alors pourquoi aussi? Parce que je rappelle que je fais partie d'une famille où mon père avait fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. J'étais le 5e de la famille. Donc moi, quand j'étais ado, il avait déjà plus de 60 et quelques années. Et qu'en plus, on était 6 dans la famille. Ça veut dire qu'un salaire, vous voyez, tu as 6 enfants, une mère au foyer, c'est passé avant, c'était le scénario. Et à 16 ans, un jour, ce que mon père a dit, de toute façon, tu n'as pas le choix. Faut y aller, hein. Voilà, tu iras travailler. Voilà. Donc j'ai fait plein de petits boulots, etc. Et quand je suis arrivé à Rouen, je suis arrivé dans une entreprise un jour, parce que alors, par contre, moi, j'écoute, j'observe, je suis très à l'affût. Quand tu es autodidacte, tu n'as pas de formation. Donc tu as aussi un avantage, c'est que tu n'as pas été déformé. Des fois, il y a une différence qui est entre la formation et la déformation. Voilà. Et que du coup, tu t'intéresses à tout. Tu as une soif d'apprendre, mais vraiment une soif d'apprendre. Donc, comme tu as une soif d'apprendre, tu es vraiment attentif à tout. Et quand tu aimes l'humain, les gens, tu t'intéresses aussi aux gens. Et donc, quand j'ai travaillé ici sur Rouen, dans une entreprise où je faisais le service après-vente, et là, le chef d'entreprise, un jour, lui, il recevait de la marchandise régulièrement sur des palettes. Donc, et il est venu me voir dans le bureau, je revois bien la scène, j'ai une mémoire photo. Je revois la scène au moment où je l'explique là, et il me dit occupe-toi de me vendre mes palettes, qui avaient déjà servi en plus des vieilles palettes. Et moi je me marre,
cet âge-là, en plus, de 25 ans, tu te marres, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie, c'est ce que je dis, qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie, tu vas t'acheter déjà des palettes comme je les avais. Et il me dit, mais si, il faisait partie d'un groupe, il me dit, mais si, renseigne-toi à Caen, renseigne-toi à Mantes-la-Jolie, lui, ils ont besoin de palettes. Il les vend déjà, donc renseigne-toi, il y a des gens qui achètent des palettes usagées. Parce que moi, je lui ai dit, tu appelles une belle, tu payes, et c'est pour les mettre dedans. Et c'est comme ça. Alors, en plus, j'ai pas mal appris parce que au début, je trouve quelqu'un qui rachète des palettes usagées. Tout content, je lui amène le devis. Il me dit, bon, t'as un devis, il m'en faut 3. Donc, tu retournes. Donc, je retourne. Et finalement, ça m'a fait un peu mon étude de marché pour découvrir un peu le marché. Et entre eux, d'ailleurs, le premier que j'avais trouvé, le dernier qu'on a retenu, c'était le prix d'achat, c'était presque le double. Il y en a un, il achetait la palette 10 francs, l'autre c'était 18 francs. Voilà. Et donc on a traité. C'était une opportunité. C'est comme ça que j'ai découvert en fait, la palette. Et alors après, il y a des gens qui disent, et après les gens qui font, ça m'a intrigué, j'ai travaillé sur le sujet, et j'ai dit je vais lancer ma petite entreprise avec mes amis. Oui, mais il faut quand même un caractère, c'est-à-dire qu'il y a plein dans la vie des gens, il y a plein d'opportunités comme ça. Oui. Il y en a qui arrivent à saisir le truc, il y en a qui ne voient pas forcément. Tu la vois passer. Ça correspond là. Donc jusqu'à 25 ans, vous avez bossé, mais déjà quand même une appétence, une ouverture sur les choses, il s'est passé quelque chose. J'ai une soif d'apprendre. Ouais. C'est comme quand je me lance dans le sport, dans le rugby. Alors naturellement, l'être humain, il va te dire, tu vas te planter, tu n'as jamais joué au rugby, tu connais pas, même pas les règles de jeu là. Donc c'est naturel que l'humain se dise, il va se planter. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu as un œil neuf, tu peux changer les choses. C'est ce que j'ai fait moi dans le monde de la palette. On a vraiment innové dans plein de domaines, qui a fait de nous, aujourd'hui, au moment Spa, le leader européen, et qui a permis d'ailleurs de tirer toute la filière bois, de la faire progresser, parce qu'on était sur un marché atomisé. C'est pour cette raison que ça tombait pile poil pour l'anniversaire des 50 ans, et qu'on a décerné la Légion d'honneur. Ah, bravo! Et si mes parents avaient été là, je pense que là, ils auraient été fiers de leur rejeton de l'époque, et pour tout ce que j'ai fait au travers de la filière bois. C'est pour cette raison. Top. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune de 25 ans, là, devant toi, qui veut entreprendre, et je t'en vois plein, puisque tu les accompagnes beaucoup. Tu leur dis quoi pour qu'ils se lancent? La première règle que mon père m'avait déjà appris à l'époque, et qui est très importante, et qui, de toute façon, qu'il faut appliquer, c'est le travail, le travail, le travail. T'as aucune chance, vas-y. Et en plus, je dis pareil dans mon sport, etc. D'ailleurs, tu as le droit d'échouer. Parce que l'échec en France, c'est presque un sujet tabou, si les mentalités changent. Mais tu as le droit d'échouer, je dis, mais déjà, il y a un prix à payer, c'est tu as le droit d'échouer si tu as travaillé. À ce prix-là, tu as le droit d'échouer. Parce que si en plus tu t'es pas donné à fond, franchement, là, tu augmentes tes chances d'aller vers un échec. Mais quand on est face aux échecs et qu'on tombe à chaque fois, c'est quand même pas évident de... Oui, mais tu apprends des échecs. Ouais. C'est ça. Tiens, j'ai vu un chef d'entreprise cette semaine, rwandais, etc. Il a eu un échec. Il s'est planté dans son entreprise. Et j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, tu vois, ça aurait été un échec si tu t'étais arrêté là. C'est donc un échec, tu t'es planté. Mais je dis, il a rebondi, il a recréé une autre entreprise avec ce qu'il avait appris de ses échecs. Et aujourd'hui, son entreprise, a cartonne et elle marche. Et je dis donc, pour moi, c'était pas un échec. Parce que tu as appris, tu as rebondi, tu as construit. Ouais, c'est sûr. Voilà. Par contre, si tu t'étais arrêté là, ça y est, j'ai échoué, c'est de dire, oh, j'arrête, là, c'est un échec, c'est fini. Est-ce que pour entreprendre, il faut avoir un profil particulier ou tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. J'en suis la preuve vivante. Pas de diplôme, pas d'argent. Oui, mais un caractère quand même. Dans les études, tu sais que moi, on m'avait mis dans la classe des CPPN. CPPN, à mon époque, c'est les revenus de la société. C'est fini, on n'en fera plus rien. Comme je dis, l'avantage, c'est qu'on n'était pas beaucoup. On était une quinzaine, dépend sur population. Mais donc j'étais là. En plus, c'est pourquoi je témoigne souvent. C'est pour montrer aux jeunes. J'étais sur un produit, la palette. Ouais, ils ne vendent pas du rêve. C'est sexy, voilà. Pas tellement. Pas du rêve. La palette. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Quand j'ai été voir les banquiers, ils me disaient, monsieur, pas d'argent, pas d'apport, qu'est-ce que vous allez faire? La palette, lui, il va se planter, j'avais toutes les mauvaises cartes. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je témoigne, pour dire, mais oui, tout le monde peut devenir entrepreneur. Par contre, ce qu'il faut aussi, persévérance. Parce qu'entrepreneur, je compare souvent à un boxeur. Tu vas prendre des coups. Donc, tant que tu n'es pas KO, ça va. Mais tu vas prendre des coups. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Est-ce que donc tu fonctionnes à l'intuition, tu l'as dit souvent? Tout le temps. Et encore. Est-ce qu'elle te trompe ton intuition de temps en temps? Sur les gens, sur les opportunités? Sur les gens, elle m'a trompé. Parce que
l'intuition, elle est parfois plus aiguisée, plus importante chez certaines personnes, déjà. Donc, je pense que naturellement, c'était mon cas chez moi. C'est-à-dire une intuition peut-être plus prononcée que d'autres, comme peut-être un talent ou un don qu'il faut par contre exploiter, parce qu'un talent ou un don, tiens, même ceux qui sont jeunes et qui peuvent soit prédire l'avenir, ne le savent pas forcément, ne savent pas comment utiliser, etc. Donc ça se travaille. Ça veut donc dire que oui, j'ai fait des erreurs, y compris sur des gens, sur de l'humain, etc. Des fois des erreurs de casting, j'appelle ça, que tu recrutes dans ton entreprise. Bon, après, ton don, au fil du temps, si tu sais bien travailler, s'aiguise, et j'en fais de moins en moins. De là, ce serait prétentieux de dire que tu n'en fais jamais, mais en tout cas, tu en fais de moins en moins. Donc à la fois, tu l'as pour le sens des affaires, ce dans quoi tu pourrais éventuellement t'embarquer, dans quelle aventure, dans quelle histoire, ce que tu peux construire, ou une vision aussi, tu vas voir plus loin que d'autres. Un entrepreneur, souvent, dans son activité, va voir beaucoup plus loin que même le marché, que tous les indicateurs qu'il pourrait trouver, etc. Donc on a une vision, on est visionnaire. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été, alors je vais pas voir, j'avais mis échec, mais du coup je vais peut-être pas parler d'échec, mais si tu en as un, le plus gros échec de ta vie, même s'il est personnel, ce que tu considères comme un échec, ou la plus grosse difficulté avec laquelle tu as essayé de... Des échecs, alors déjà des échecs, c'est ce que je dis, même moi j'en ai même toutes les semaines. Parce que en fait, c'est comment tu apprécies et tu quantifies l'échec. Parce que un échec, ça peut être une idée qu'on a eue, qu'on a sortie, qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est donc un échec. Après, tu as l'échec irréversible où ta société, elle est tombée. Comme j'ai expliqué, mais tu vois, néanmoins, tu peux rebondir quand même. Après, tu as beaucoup appris. Donc, tu vois, ça dépend comment chacun va quantifier, qualifier l'échec. Comment dire, tiens, je m'engage dans les municipales. De toute façon, je n'aurais pas été élu. Bon, est-ce que c'est un échec? Ou est-ce que ce que j'ai appris, justement, et au moins avoir tenté? Parce que je trouve qu'on est aussi dans un pays où il y a une telle peur de l'échec qu'il y a plein de gens qui ont de grandes capacités, moi j'en croise, y compris dans l'entrepreneuriat, mais ils ne se lancent pas. Ils font pas. Ouais, la peur. Mais la crainte et la peur sont les premiers freins à la créativité et au développement. T'as pas eu peur quand tu t'es lancé au municipal, ici? J'ai dit plein de gens que j'ai rencontrés, même dans ma famille, dans mes amis et des citoyens que j'ai croisés sur les marchés, dans la rue, dans les réunions d'appartements, etc. Ils me disaient, vous avez du courage. Mais je dis, mais non, il faut relativiser, de quoi vous me parlez? Je ne vais pas en mourir. En fait, c'est le courage de s'exposer, je pense. Oui, mais je ne vais pas en mourir. Non. Moi, en fait, je relativise, je ne vais pas en mourir. Si on m'a dit que je pouvais en mourir, je ne serais pas allé dans ce cas-là. Mais voilà, tu vois, donc il faut relativiser les choses. À partir du moment où tu vas en mourir, mais quoi? S'exposer. Et alors, ça fait quoi? Moi, j'ai rien à cacher, je suis transparent, j'ai toujours tout dit. Crois-moi que j'ai des enquêtes, des machins sur moi pour essayer de trouver la petite faille, le petit truc qu'il n'aurait pas dit ou qu'il aurait soi-disant caché ou qu'il n'aurait pas bien fait. Et crois-moi qu'ils ont tout cherché. Bon, voilà. Donc, non, j'ai pas peur. Après, quand tu t'engages en politique, tu veux quand même protéger plus ta femme et mes deux filles, mes enfants. Donc ça, j'ai prévenu. J'ai prévenu d'ailleurs mes meilleurs amis et les très proches collaborateurs, même associés. J'ai fait une petite réunion avant en disant, vous me connaissez pour certains depuis bientôt presque 25, 20 ans, voire 30 ans pour les plus anciens. J'ai dit, vous allez peut-être entendre plein de vilaines choses sur moi, mais je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. C'est dingue. Prêtez pas attention, etc. Et voilà, j'ai pas eu de dommages collatéraux, mais tu protèges plus ta femme et tes famille. Enfants. Voilà, parce qu'on m'a dit qu'il versera des lettres de corbeau dans ta boîte aux lettres pour montrer qu'on sait où t'habites. T'as eu, du coup, moi j'ai fait un article là-dessus. Ça, j'ai pas vu ça. Alors j'ai eu d'autres trucs, pas dans ma boîte aux lettres. J'ai eu d'autres trucs. Oui, j'ai eu des phases. Donc même un petit échec comme ça. Alors moi en plus, je suis câblé à l'envers. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. C'est que, bon, mon père avait des méthodes des fois un peu à l'ancienne. Quand soi-disant, j'avais pas fait ce qu'il voulait, toi, peut-être des méthodes d'ailleurs où parfois il retirait sa ceinture, je me rappelle encore, notamment une fois où il m'a coincé dans ma chambre placard, et là, parce que sinon, comme il vieillissait, il était malade du cœur, souvent je me bloquais sous le lit, et quand il venait de l'autre côté m'attraper, j'étais déjà de l'autre côté, quand il venait, puis à un moment il se laissait, il repartait. Mais ce jour-là, il m'a attrapé, toi, je me rappelle. Ça reste. Ouais, ça reste. Parce que même gamin, on est ensemble, et ce jour-là, j'avais fait pipi dans mon pantalon. Ça m'appelle, je suis câblé un peu à l'envers. C'est moi, plus tu vas me menacer,
plus tu vas essayer de me faire pression dessus. Alors, c'est l'opposé. Au lieu de me faire peur et de me dire oh là là là, faut pas que j'y aille, c'est totalement l'opposé que tu vas avoir. C'est là où je veux en venir. Tu me redonnes encore plus de conviction et d'envie de dire non, là, il y a raison de plus pour essayer de changer les choses. Toi, je suis câblé à l'envers. Grâce à ton père. Un peu. Ça vient de mon éducation. Bien sûr. Et aussi parce que je me suis endurci. Parce que si là on avait le temps que je te raconte des détails, et je me plains absolument pas, parce que justement j'ai beaucoup appris. Moi je suis très heureux de ne pas être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Parce que c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a appris plein de choses, notamment la valeur du travail, la culture du mérite, et tout ça, je l'ai appris de mon père, donc j'ai aucun regret. C'était l'éducation à l'époque qui était un petit peu plus dure. Aujourd'hui, mais néanmoins, ça m'a beaucoup servi. En fait, toi, à chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut la transformer en un aspect positif, en une réussite. Est-ce qu'à tes deux filles, tu arrives à transmettre ce que toi, tu as reçu de ton éducation et ce qui t'a forgé? Alors, en partie, oui. Après, par exemple, sur l'entrepreneuriat, mes deux filles, la plus jeune de 21 ans m'a fait rire il y a 2-3 ans où j'essayais peut-être encore de l'intéresser, peut-être un jour, tiens, travailler avec moi, etc. Peut-être tu pourras reprendre l'entreprise ou autre chose. Elle m'a fait rigoler parce qu'elle m'a dit ah non, papa, parce que tu travailles beaucoup trop. Alors, j'allais te demander. C'est rigolo. Et oui, comment tu arrives à gérer ton rythme? Parce que tu as un rythme quand même énorme dans le boulot et tu es sur tous les fronts, sur beaucoup de choses, parce que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Et ta disponibilité familiale, est-ce que tu arrives à gérer ça et à bien balancer? Tu dois trouver la manière de le gérer. Par exemple, quand je faisais énormément de déplacements, ta femme, c'est que les enfants, ça se compte en dodo. Tu peux partir le lundi et mardi, bien sûr. Juste découcher une fois, un dodo, t'as loupé. Exactement. Il faut revenir le mardi soir pour être à la maison. Mais t'es quand même parti 2 jours en déplacement, du coup, toi. Donc, je le dis avec humour, mais c'est la vérité pour gérer ton couple. Donc après, il faut aussi. Ma femme me laisse beaucoup d'attitude, même dans l'engagement politique. Elle me dit, bon, de toute façon, si tu veux. Elle m'a dit de ne pas y aller. Elle m'a dit, si tu veux le faire, vas-y. Par contre, une fois qu'elle a dit go, elle me suit. C'est un bloc familial. Les filles, pareil, y compris dans des moments difficiles. Donc après, ce qu'il faut, c'est aménager du temps. C'est-à-dire quand je suis avec elle, avec mes filles, ma femme, ou qu'avec ma femme, et voilà, là, tu n'es pas dans le boulot, tu ne dois pas être dans le boulot. Est-ce que tu éteins ton téléphone? Alors, de plus en plus, quand tu crées ton entreprise, tu la lances avec le téléphone tout le temps, tu téléphones tous les jours, ça va, machin, etc. Et plus tu vieillis, plus tu structures, je relativise en disant, même si j'ai un site qui brûle, je ne sais même pas si c'est la peine que vous m'appeliez, vous savez ce qu'il faut faire, ça nous est déjà arrivé. Tu appelles toi un assureur, enfin voilà. Toi, donc il faut aussi relativiser, plus tu vieillis, en fait. Le slogan de Rouen Normandie Rugby, c'est ensemble plus vite, plus loin. Mais oui, est-ce que ça va assez vite pour toi du coup, là? Ils ont pris la phrase qui est un peu mon slogan, ils ont gardé. Alors, oui, ça a été même très vite, et d'ailleurs, peut-être même maintenant un peu trop, parce qu'on voit les difficultés maintenant qu'on est entre les deux, de rentrer de son compte amateur et d'arriver dans le monde pro. Évidemment, ça va vite, parce que quand on est arrivé à la tête du club, là j'étais président à ce moment-là, en février 2017, on arrive dans un club qui avait déposé le bilan, c'est-à-dire il lui restait 15 jours devant lui, et des joueurs démotivés, qui étaient plutôt en bas de classement, et de manière indécente, mais en remobilisant les joueurs, c'est ça, parce que c'est pas le tout d'être professionnel, il faut aussi avoir l'envie, leur donner l'envie de se battre, etc., et leur vendre le projet et qu'ils y croient, qu'ils y adhèrent, mais qu'ils y croient. Et donc, tu vois qu'en février 2017, on était en bas de classement, démotivés. En juin, on ramène pour la première fois le bouclier champion de France de Fédéral 1, qui n'avait jamais été fait de toute l'histoire en Normandie. Après, on dit on va monter en Pro D2 en 2 ans. Et dès la première année, on échoue, mais on va jusqu'en finale. Ce qui est déjà un autre exploit. Le club de rugby, on fait ça. Et la deuxième année, on monte. Avec un magnifique match face à Albi qui s'est joué à un point seulement dans les dernières minutes, mais c'est ce qui a fait la joie, le bonheur de beaucoup de Rouennais et Normands d'aller après partager avec les joueurs sur le terrain cette belle victoire et cette accession. Alors après, je savais que quand tu montes en Pro D2, ça a 2 marches d'un coup, c'est important. Le gap, c'est un vrai gap. Et tu rentres dans un monde professionnel. Là, tu es plus dans un monde amateur. Ça change aussi la culture et l'état d'esprit. Donc l'année dernière, on était bas de tableau, et c'est le Covid qui nous a sauvés, parce que comme quand la saison s'est arrêtée, comme il n'y a pas eu de descente,
Parce que sinon, on était parti quand même dans une saison difficile, avec un risque plus que majeur lors du dernier match de redescendre. Tu vois, on fait des rallumes. Hein. C'est souvent le risque. Ceux qui montent redescendent souvent rapidement. Tu as appris et tu vas prendre plus de temps pour construire pour y retourner plus tard. Tu vois, par exemple, le Stade Rochelet, qui est un des modèles pour moi. Un jour, ils sont montés en top 14, ils sont redescendus l'année qui a suivi, et comme ils m'ont expliqué, il nous a fallu 4-5 ans pour bien reconstruire avec ce qu'on avait appris, pour retourner en top 14. Et là, par contre, ils y sont restés, ils y sont toujours. Ah ouais. Et donc, là, tout de suite, on est dans la deuxième année. Alors, une année en plus qui est perturbée, parce qu'on a eu le Covid, les cas Covid. Dès le début de la saison, on a eu des cas Covid. Donc, on était le premier club impacté. On a eu 2 matchs, les 2 premiers matchs décalés. On a fait 14 matchs d'affilée, sans 0 break, sans 0 vacances. Les joueurs, enfin, ils sont rincés. Quoi. Ça s'est jamais vu de l'histoire du rugby professionnel qu'un club en Pro D2 ou Top 14 fasse 14 matchs d'affilée. Ça s'est jamais vu. Logiquement, tu fais un bloc de 4. Tu as une pause, un bloc de 4, tu as une pause, donc quand même, parce que les chocs, les impacts, les bleus, il faut que le corps se ressource. Et donc, tu as ça, les cas Covid, les matchs qui sont décalés, etc. Enfin bon, tu as besoin aussi d'être dans un sport collectif. On avait dit cette année, on va créer encore plus avec les joueurs de moments, ensemble, et avec nous, et avec les bénévoles, et avec des partenaires, etc. Là, on a pu en faire 0, quoi. Tu vois, c'est un sport où tu dois vraiment travailler le lien humain, c'est important, pour que les joueurs, comme un joueur m'a toujours dit, moi qui n'ai pas joué au rugby, il me dit, tu sais Jean-Louis, quand moi je vois l'autre là qui est mal embarqué sur le terrain et qui va prendre des coups, etc., il faut vraiment que ce soit un ami à moi pour que j'y aille. Si c'est pas un ami à moi, je ne vais pas. C'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais faire un parallèle entre le sport et l'entrepreneuriat en fait? C'est exactement ça. Pourquoi le rugby m'a plu tout de suite? Déjà, les valeurs du collectif. C'est quand même le seul sport où, pour aller de l'avant, tu passes le ballon en arrière. Oh, bien! Donc, pour aller de l'avant, tu passes en arrière. Sinon, tu commets un en avant, c'est une faute. Tu vois, donc tu passes jamais le ballon en avant, donc en arrière. Donc, ça veut dire qu'il faut que derrière, tu aies confiance en ton collègue sur le terrain, et vice-versa, etc. Donc, tu regarderas d'ailleurs, même quand un joueur marque un essai, il a très rarement traversé tout le terrain tout seul. C'est forcément issu d'une action collective. Et d'ailleurs, même le joueur, si c'est lui que tu vas voir sur les réseaux qui a marqué l'essai, même des fois, il lui reste 1 mètre à faire, mais il rend tout de suite à l'équipe en spécifiant que c'est une action collective. Alors après, il est vrai que tu ne gères pas une équipe comme tu gères des sportifs, comme tu vas gérer une entreprise. Par contre, la gestion du club, c'est exactement comme une entreprise. Tu as une 60aine de salariés aujourd'hui, tu as un budget à venir, donc tes sponsors, c'est ton chiffre d'affaires, c'est exactement la même chose. Tu payes les mêmes charges que tout le monde, tu fais les mêmes démarches que tout le monde, enfin voilà. Donc oui, le parallèle est vraiment très fort. Encore plus avec le rugby, par ce sport collectif. Ouais, j'avais pas. Et puis nous, on a un avantage par rapport au foot. C'est que nous, quand on a un joueur couché par terre, c'est pas crois-moi que c'est qu'il a quelque chose. J'ai un joueur qui s'appelle Robin Biquet, qui est un vrai aussi. C'est peut-être pour ça, c'est pour ça. Mais il a joué 10 minutes avec le bras cassé. 10 minutes avec le bras cassé sans se plaindre, parce qu'il savait que ce jour-là, il jouait la vie du club, il jouait toi. Et il avait dit, je ne sortirai pas du terrain tant que. Mais il y en a plein d'autres comme ça, mais je pense que je me donne lui, parce que lui, le bras était cassé. Et ça, tu ne retrouves pas dans d'autres sports. Quels sont les entrepreneurs qui sont des inspirations? Il y en a beaucoup. Les Américains, non? Américains. T'as un profil américain. Moi, j'aime beaucoup Elon Musk. Voilà. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que la première, ce mec-là, il est extraordinaire. Il casse les codes, il change le monde. Ce gars-là, il change. Ah oui, c'est sa vision. Mais la deuxième raison, qui est la plus importante, ce gars-là, il a déjà depuis très longtemps, 10 ou 15 ans, je crois, qu'il pouvait s'arrêter de travailler jusqu'à la fin de ses jours. Et voilà. Bon. Et ce gars-là, ce qu'il fait, c'est avec sa fortune, au lieu de l'amasser et d'être capitaliste, il va finir comme tout le monde avec X cercueils remplis d'argent, mais lui, il le remet dans des projets de dingue, quoi, pour changer la face du monde et améliorer le sort du monde. D'ailleurs, si tu reprends Elon Musk, c'était quand même le premier. Tu sais, nous, les gens déposent des brevets pour protéger tes idées, mais lui, dès qu'il a travaillé sur les batteries électriques pour ses voitures, il a mis ça en open source. C'est le premier qui a fait ça.
c'est du jamais vu, quoi. Donc, tu vois, à ce niveau-là. Après, il y a des entrepreneurs nationaux français que je suis admiratif de ce qu'ils ont construit. J'adore, je peux dire la famille de Richebourg. Parce qu'on en est là, déjà, à la 3e génération. Et pour moi, c'est un groupe alors, colossal, international, mais dans lequel il y a une âme. Pour avoir rencontré les 2 frères, donc les 2 fils de Richebourg, si tu veux, ils sont simples, ils veulent venir en scooter, etc. Enfin, une humilité, j'aime les gens. Ça, c'est très important. Voilà. Après, tu en as aussi en local, pour citer quelques-uns, il y en a dans les jeunes. Je suis un grand fan, parce que pour moi, les brillants de Victor Gaubourg, Volcan, anciennement Chapelé, je suis un grand fan de ça, c'est un visionnaire. Tu vois. Et d'ailleurs, le Covid ne fait que démontrer qu'il avait raison de s'intéresser dès le début au commerce de proximité, et qu'il a créé sa plateforme, et qu'il aura créé au sein de sa plateforme une propre vitrine pour chaque commerce, etc. J'aimerais bien recevoir Victor. Victor, il est génial. Ça, c'est facile, on va en parler après, on va t'arranger ça, mais il est génial. Très intéressant. Et tu vois, donc, je suis admiratif. En plus, c'est un jeune qui a 31 ans. Mais tiens, je reprends un autre Rennais. Extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Florent Poirier. Paul Marius. Le fondateur des sacs Paul Marius, tu dois connaître. Bien c'est impossible de mettre les femmes aux États-Unis. Même les hommes, il rend les hommes à mais il est là, il a 31, 32 ans, il est Rouennais. Il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il est Rouennais, mais il est extraordinaire. Alors pourquoi il m'impressionne? Parce que, si tu veux, il est complet, ce homme. Parce qu'il a à la fois le côté créatif, et en général, les créatifs ne font pas toujours bon ménage avec la gestion et l'argent, non seulement parce que ça ne les intéresse pas. Tu vois. Et lui, il a tout, quoi. Le développement de la marque, la créativité pour ses sacs, la gestion. Enfin, pour moi, c'est une réussite totale sur tous les plans. Quoi. On va passer à la dernière partie en fait, du podcast qui s'appelle le toaster. Donc, le toaster, c'est 6 réponses rapides. 6 questions rapides, 6 réponses rapides. Ok. C'est parti. Donc, première question. À quelle heure tu te lèves le matin? Alors, moi, c'est totalement variable. Dans la mesure où, en fait, tiens, toi, ce matin, j'étais arrivé même avant vous. Oui, mais ça ne servait à rien que je me lève plus tôt. Par contre, je dis l'entrepreneuriat, c'est comme un sport. Donc, moi, je suis capable de me lever, et je l'ai fait plein de fois, tiens, même pour aller chercher un avion à 3h30 ou 4h du matin, pour aller chercher un avion à Paris, pour faire mes déplacements, etc. Et mon cerveau est tout de suite, dès que je vais sortir de ma maison, une fois de ta douche, ton café, et dès que je suis dans la voiture, parti, en fait, comme un joueur, un sportif, je suis concentré et je ne bouge plus. D'ailleurs, ce qui fait rigoler aussi parfois ma femme, parce que quand je ne suis pas un gars frileux, en plein hiver, même là tout de suite, je peux être en pleine chemise. Parce que là, ça y est, je suis déjà dans mon truc. Par contre, dès que je vais rentrer chez moi, pourtant il y a le chauffage, et là j'ai froid. Je suis frileux. Donc toi, c'est une question en fait d'entraînement, mais je suis plutôt matinal. Quel est le plat de ton enfance? Le plat de mon enfance, il y en a plusieurs, tiens, des trucs comme paupiètes de veau que ma mère faisait. Et, avec une petite purée. Le sobuco. Ah, ça j'avais souvent, oui, on faisait une petite fontaine. Un petit puits. Un petit puits, oui, pardon. Et le sobuco que ma mère faisait aussi. D'accord. Et tu vois, il y a peu de restaurateurs qui font ça. Dès que je sais qu'il y a un restaurant qui va faire de l'ossobuco ou même des bonnes paupiètes de veau, là je vais y aller tout de suite pour retrouver ce plat-là. Quotidien ou touche pas à mon poste? Quotidien, c'est-à-dire... Tu regardes quotidien? C'est un peu les deux. Alors, tu vois, ma matinée, quand je monte dans la voiture, je vais commencer par les informations nationales, donc la radio. Donc, j'écoute beaucoup la radio, d'où l'intérêt des podcasts aussi. Tu écoutes dans la voiture, j'écoute là. Et donc, je vais écouter France Info pour m'intéresser à ce qui se passe au national et international. Et après, je vais revenir tout de suite au local avec Radio France Bleu Normandie. Voilà. Et, quand j'ai le temps, mais là, c'est pas tous les jours, sur le numérique, je vais regarder... Paris Normandie, je vais regarder le local, quoi. D'accord, plutôt radio. Oui, je suis pas trop télé. J'ai une passe magazine, tout ça. Alors télé, ça c'est un moment où tu vas décompresser le week-end. J'aime bien me regarder un bon film. Plutôt film. Tu vois, qui me vide un peu la tête, où je décompresse, etc. Quelle est la musique qui te donne la pêche? Ou la chanson, ta chanson à toi? La pêche, j'aime bien me mettre, ça va surprendre, mais par exemple à CDC. Je te mets un bon ACDC quand tu es tout seul dans la voiture. Le matin, que tu as besoin d'aller à un rendez-vous, il faut que tu sois en forme. Et en plus, tu peux tout seul mettre le son assez fort si tu as une bonne qualité. Franchement, ça te donne la pêche. Voilà, ça c'est le genre de musique. Quel film tu as vu au moins 10 fois que tu connais par cœur?
10 fois, alors moi déjà je suis pas trop à regarder 10 fois le même film, même 2 fois. Comme je mémorise Celui que t'adores. superbement bien, ça va te faire sourire, mais je crois que celui que il y a peut-être qu'un seul film que j'ai regardé 10 fois, ça devait être Rocky. Ah ouais, donc Justement. c'est marrant. Voilà. Et pourquoi c'était en fait ce côté, l'engagement, le combat, le gars qui en prend plein la figure, etc. Et Qui se relève toujours, etc. Et franchement, au moment où tu me poses la question, pour moi, c'est certainement le seul film celui-là. que j'ai peut-être regardé 10 fois. Tu vois Ok. Parce que j'ai vraiment une bonne mémoire. J'en ai regardé 2-3 fois. Il y a un film qui était très émouvant aussi, La liste de Schindler. Vraiment, Ouais, différent. Ça, on change complètement de registre, complètement différent. Mais voilà. Mais sinon, non, au bout de la deuxième fois, comme je m'en souviens très bien, ça m'intéresse moins. Bon. Et enfin, ma dernière question du toaster, c'est... attention, c'est une question piège. Quel est le meilleur coworking de Rouen ? Le tien, forcément. Ah. Le tien, le vôtre. Il est fort, il est fort. Le tien et le vôtre. Voilà. Non, mais il y en a plein. De toute façon, ici à Rouen, il y a le vôtre qui est une belle initiative et qui mérite d'être encore plus connu. Et justement, la démarche que vous avez là ce matin, c'est aussi pour faire connaître ce que vous réalisez, parce qu'il n'y a pas que le coworking en plus, il y a tout ce que vous faites sur la communication. Après, il en existe d'autres sur Rouen qui sont bien, et de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a un vrai tissu, il y a un vrai potentiel. Après, toi qui es arrivé aussi sur Rouen, parce que tu n'es pas de Rouen, tu n'es pas à Vresse, mais tu n'es pas de Rouen, donc tu sais aussi la difficulté. D'ailleurs, qu'ont tous les jeunes qui lancent une entreprise, pour se faire connaître, c'est très dur, c'est vraiment très difficile. Donc, cette initiative. Exactement. Et en fait, tu vois, pourquoi j'ai autant envie d'aider les jeunes, c'est pour leur tendre la main, parce que je dis, moi, quand j'étais jeune, il n'y a personne qui est venu, enfin, du moins, pas grand monde. Le pas grand monde, je m'en rappelle évidemment très bien, me tendre la main, parce qu'en plus, de la palette, etc., quand on veut le travail, il n'y a pas grand monde qui est venu me serrer la main, quoi. Et donc, il faut plutôt tendre la main pour aider les jeunes, toi, pour qu'ils se fassent connaître, quoi. La plus grande difficulté, c'est ça. Exactement. Et donc, c'est forcément le tien qui est le meilleur. Merci. Alors, ma dernière question, voilà, quels sont tes prochains projets, là, Jean-Louis, en plus dans une période compliquée et tout, qu'est-ce qui va être nouveau dans tes projets pro ? Alors, professionnel, là, si je reprends côté PGS, on va bientôt repartir en période de conquête. D'ailleurs, c'est en période de crise qu'il faut investir quand entrepreneur. Donc, pareil, ça veut dire que c'est là où il y a le plus de risques, que toi-même, tu vas en prendre un peu plus. Toi, mais donc, c'est le côté entrepreneur. Dans tous les cas, tous les projets que j'ai actuellement dans les tiroirs, etc., et ce que j'ai entrepris depuis l'âge de 50 ans, en dehors de PGS qui se développe à l'international, c'est normal, puisqu'on est plus que leader français, ce sont que des projets qui sont axés sur le territoire normand. Voilà. Pourquoi ? Pour employer le temps qui me reste à être sur cette terre, pour l'employer de manière efficiente et pouvoir réaliser le maximum de choses. Et donc, l'idée, c'est de rester sur le territoire, puis être un ambassadeur de son territoire, le faire connaître, le faire rayonner tant que se peut, etc. Et qu'il y a plus de créativité, plus de créateurs d'entreprises, de projets, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est concentré sur la Normandie. Top. Eh bien, merci Jean-Louis. Ça se termine là. Merci beaucoup d'avoir pris du temps et d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite avec un nouvel invité. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Salut. À bientôt. On vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode des Yeux brouillés. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram @lesyeuxbrouillés tout simplement. À bientôt.